Et merci. Et nous allons pouvoir maintenant parler d'un sujet que j'attends vraiment ce sujet parce qu'on va parler d'exocomètes. Et j'adore les comètes et de savoir qu'il y a des comètes en dehors de notre système solaire, c'est une information que je n'avais pas imaginée et qui vraiment m'emplit de joie. Ouais, non, c'est une information qu'on a appris tous les deux en même temps. On est allé sur Google, on a regardé des images, c'était un petit peu joli. Oui. Et finalement, on s'est posé plein de questions qu'on espère, dont on espère que la petite conférence qui va suivre va nous apporter des réponses. Ma phrase n'était pas française, mais néanmoins. C'est pas grave, on a L'intention y compris. était. Et donc, cette conférence sera donnée par Roger Ferlet, qui est donc directeur de recherche émérite au CNRS et chercheur à l'IAP, où nous nous trouvons actuellement. Il est spécialiste du milieu interstellaire et il a contribué à la fin des années 80 à la découverte de phénomènes variables dans le disque entourant l'étoile Beta Pictoris, identifié comme étant dû à des exocomètes. Et il a dirigé le Grand Livre du Ciel, Comprendre l'astronomie du XXIe siècle. Merci, bonjour. Alors, je vais vous raconter une histoire. On est en 1983, donc ça commence à faire longtemps. La plupart d'entre vous, vous n'étiez pas nés, effectivement. 1983, le satellite de la NASA qui s'appelle IRAS, le premier à observer dans l'infrarouge, observe des étoiles et constate un excès de lumière infrarouge vers certaines étoiles. Et quand on parle de lumière infrarouge, on pense tout de suite à poussière. Et donc en 84, des Américains, Smith et Terrill, font la photographie de ces étoiles avec un excès de lumière infrarouge. Et surprise, voilà ce qu'ils voient dans l'étoile qu'on appelle Beta Pictoris, qui est visible à l'œil nu, mais seulement dans l'hémisphère sud. Donc l'étoile est au centre, là, et autour, on voit de la poussière, puisque c'est du rayonnement infrarouge, ça c'est fait au sol. Et donc, on voit un disque de poussière autour de cette étoile, et on a la chance de le voir par la tranche. Alors cette photo-là, elle a fait le tour du monde, et elle est arrivée en première page d'un journal américain, le New York Times. Et ce journal était dans un avion qui se dirigeait au Chili. Et avec un collègue, on était dans l'avion et donc on a vu cette image. On était parti au Chili pour faire des observations qui n'avaient rien à voir avec ça. Mais on voit cette image et on se dit, s'il y a un disque de poussière qui est autour de cette étoile, eh bien, si dans ce disque il y a aussi du gaz, alors on devrait voir la signature spectrale de ce gaz en faisant le spectre de l'étoile Beta Pictoris. Alors on arrive au télescope. Entre parenthèses, c'est des choses qu'on ne peut plus faire maintenant parce qu'on a du temps d'observation pour observer telle chose et pas autre chose. Mais à cette époque-là, 84, on a pu faire ces observations-là. Et, nouvelle surprise, on détecte effectivement la contrepartie gazeuse de ce disque de poussière autour de Beta Pictoris. Donc vous voyez le spectre de la raie du calcium ionisé, la grande raie profonde, là, élargie par rotation, puisque c'est une étoile qui tourne très vite, et au centre, une absorption supplémentaire, qui est la signature spectrale du gaz dans le disque autour de Beta Pictoris. Donc un disque de poussière, de gaz, autour d'une étoile jaune, qui en plus est brillante, donc facile à observer, une étoile jaune, on pense tout de suite à un système planétaire en formation. Et on continue évidemment à faire des observations, et on s'aperçoit rapidement, enfin rapidement sur quelques mois quand même, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des variations, donc la raie stellaire du calcium-2, la composante stable du disque de gaz, et vers le rouge, sur des vitesses plus grandes, on observe des absorptions qui sont variables dans le temps et qui vont jusqu'à des grandes vitesses. Alors là, c'était une grande surprise. Qu'est-ce que ça peut être que ça? Donc, on fait des observations et on essaye de trouver une explication, une interprétation. Alors, l'interprétation qu'on a donnée, donc en 80, ça date de 1987, c'était de dire qu'on avait affaire à des objets dans ce disque de poussière, à des petits corps qui étaient en train de tomber sur l'étoile. C'est ce qu'on a appelé le scénario modélisation, donc FEB pour Falling Evaporating Bodies. Maintenant, on sait que c'est des exocomètes. Mais évidemment, à l'époque, on n'a pas parlé d'exocomètes, on n'a même pas parlé de comètes, parce que la communauté était très sceptique. À cette époque-là, on n'avait même pas encore détecté de planètes extrasolaires, donc on ne savait rien du tout de tout ça.
Enfin, il y a eu un modèle, Bust et al. Qui ont fait des modèles donc, où on modélise donc la chute d'un corps, d'un petit corps sur l'étoile. Et on arrive à reproduire à peu près les observations avec la partie centrale et les variations dans le rouge. Alors en faisant de plus en plus de simulations de transit de falling evaporating bodies, on arrive à modéliser au moins deux catégories. Vous voyez là, quand le périastre de l'objet, du FEB, est grand, à ce moment-là, on a des petites vitesses et des raies étroites, ce qu'on a bien observé. Et puis par contre, quand le périastre est petit, à ce moment-là, on a des grandes vitesses et des beaucoup plus grandes vitesses et des raies qui sont très larges. Et donc on peut appeler ces choses-là des catégories d'objets. Alors la confirmation de ce scénario exocomète donc, est venue avec Hubble, donc les observations toujours de spectroscopie. On a observé beaucoup de raies de différents éléments ionisés, y compris des raies très ionisées comme AL3 et C4, des raies qui ne peuvent pas s'expliquer par la photoionisation, mais qui s'expliquent très bien justement par les collisions dans la coma de la comète. Et puis juste un exemple, c'est le doublet du magnésium 2. Et là, vous allez voir aussi la puissance de la spectroscopie. Voilà l'observation du magnésium 2, donc, le doublet, Mg2H, Mg2K. Première observation, vous voyez en bleu, et puis une autre observation où il y a des variations dans le temps, et donc il y a absorption supplémentaire. On fait le rapport des deux observations, et voilà ce qu'on trouve pour la première raie et pour la deuxième raie, c'est-à-dire exactement 1. Or, la prédiction théorique, c'est justement celle-là. Et ça montre que les deux raies sont dans un rapport de force d'oscillateur, c'est-à-dire l'intensité des deux raies sont dans un rapport 2. Or là, on les observe dans un rapport 1 pour des raies qui ne sont pas saturées. Ce qui prouve qu'on avait affaire à un nuage optiquement épais, mais qui ne recouvrait pas tout le disque de l'étoile. Donc c'était une confirmation d'une comète qui passe devant son étoile. Donc le modèle FEB, transit d'exocomète, ça explique toutes les propriétés observées en spectroscopie, donc les vitesses radiales qui peuvent être très grandes, les échelles de temps de variation, la taille des nuages détectés en absorption, la température du gaz, et y compris la présence d'éléments très ionisés. On peut aller plus loin en faisant des études statistiques. Alors, à partir toujours dans les raies du calcium 2, le doublet, des observations faites au sol avec l'instrument HARPS, qui est au foyer du 3,60 m de l'Observatoire européen austral au Chili. Et donc, avec des études, c'est Fabien Kiffer là, qui a fait ça, avec une étude statistique de plus de 1000 spectres, il y a eu à peu près 500 exocomètes qui ont été détectés. Et vous voyez tous les cas possibles, y compris des variations dans le bleu. Alors on peut définir deux catégories. Ce qu'on appelle D en bleu, c'est-à-dire deep, des absorptions qui sont profondes mais à des faibles vitesses par rapport à la composante stable. Et puis des absorptions shallow, disons, qui sont peu profondes mais à des vitesses beaucoup plus grandes. Et si on étudie ces 500 comètes-là, eh bien on voit qu'elles ne se distribuent pas n'importe où, elles ne se distribuent pas au hasard. Par exemple, en fonction de l'efficacité d'évaporation, vous voyez la distribution, il y a bien deux familles, la bleue et la rouge. Et puis là, dans une autre distribution, en fonction des paramètres orbitaux, on voit bien qu'elles se distribuent. Il y a deux familles distinctes. Et on peut interpréter ça par, en bleu, ce serait une famille de comètes jaunes sur une orbite unique, mais qui serait produit par la rupture d'un corps plus gros ou de quelques corps plus gros. Et puis la famille rouge, ce serait des comètes beaucoup plus âgées, qui sont sur des orbites qui sont en résonance avec une planète massive. Et on sait maintenant qu'il y a des planètes autour de l'étoile Beta Pictoris. À l'époque, enfin pas à l'époque de ces observations-là, mais au départ, on ne savait pas. Donc, transit d'objets cométaires devant l'étoile Beta Pictoris. Alors, les comètes, c'est donc des petits corps qui ont une signature d'évaporation. Et donc, les petits corps extrasolaires, ils peuvent être détectés quand ils deviennent des comètes.
Et donc, on peut détecter les deux choses, soit la coma ou la queue cométaire. Là, vous avez une photo d'une comète dans le système solaire, donc ça fait des dizaines de millions de kilomètres. Donc, deux composantes. Soit on détecte le gaz en spectroscopie, on peut détecter le gaz dans le coma de la comète, ou alors en photométrie, on peut aussi détecter la queue de poussière. Alors, encore quelques exemples de spectroscopie. Là, vous avez dans une autre étoile des détections d'absorption variable dans le carbone, avec des vitesses qui dépassent les 100 km par seconde. Et donc là, on mesure aussi une surabondance du carbone. Et puis un autre exemple, dans une autre étoile, encore des variations dans le carbone ionisé ou dans le calcium à nouveau. Et donc des détections spectroscopiques de la partie gazeuse des exocomètes. Mais les détections de comètes, je viens de le dire, on peut détecter la queue de poussière des comètes, donc par la photométrie. Alors là, c'est détection photométrique des exocomètes. Là, c'est un modèle qui a été fait par Alain Le Cavelier, c'est-à-dire une comète qui passe, là vous le voyez, elle est sur son orbite, et elle va couper la ligne de visée. On le voit de dessus. Et voilà la signature photométrique, c'est-à-dire la diminution de lumière quand la comète passe devant son étoile. Donc ça, c'était un modèle. Et grâce au satellite TESS, donc, qui a été mis en orbite il y a 3 ans de la NASA, ben voilà le modèle théorique. Et puis voilà l'observation qui a été faite il y a 2 ans. Et vous voyez, ça reproduit bien. Et puis comme a expliqué Guillaume Hébrard, là, les résidus sont presque tous autour de 0. Bien. Donc ça, c'était... Je vous ai dit tout à l'heure que la communauté était très sceptique à la fin des années 80, quand on a dit que c'était des exocomètes. Mais là, maintenant, il n'y a plus aucun doute, ça a été confirmé. Là. Et puis d'autres exemples, c'est toujours dans Betapic, mais d'autres observations, toujours avec TESS. Et vous voyez, il y a des détections de 165 jours d'observation, 27 exocomètes détectés, donc on peut étudier la distribution des tailles de comètes, etc. Kepler aussi a fait des détections, donc je passe là-dessus. Et puis, on peut même, j'ai presque fini, on peut même détecter, alors là, un transit répété d'un chapelet de comètes devant l'étoile KIC et blabla. Alors vous voyez des observations, deux séries d'observations en bleu et en rouge, qui ont chacune une durée d'environ 4 jours, mais à un intervalle de 928 jours. Et on peut reproduire bien ces observations en supposant que c'est un transit de 5 à 7 exocomètes qui passent devant l'étoile, chacune avec un taux de production de l'ordre de 10,5, 10,6, 10 puissance 5, 10 puissance 6, enfin 1 million de kilos par seconde de poussière, comparable à ce qui se fait dans le système, ce qui existe dans le système solaire, la comète Halley-Bopp. Ben, je crois que je m'arrête ici, je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. Le public est ravi d'en apprendre autant. On a des questions. On a Marco qui nous demande le lien entre la lumière infrarouge et la poussière. Le rayonnement infrarouge. Si je vous avais montré une photographie de la Voie lactée, dans la lumière visible, celle auquel nos yeux sont sensibles, vous auriez vu des myriades d'étoiles. Et là même, et à certains endroits, il y a des nuages interstellaires, donc qui cachent la lumière visible. Et dans la lumière infrarouge, on voit très bien les étoiles. Donc la lumière infrarouge passe à travers. Donc, quand on a tout le rayonnement infrarouge ne vient pas forcément de la poussière, il y a d'autres sources de rayonnement, mais la poussière fabrique du rayonnement infrarouge, parce que sa température est telle que ça rentre dans l'infrarouge. Alors, une autre question de Guy. Est-ce qu'on peut imaginer un jour découvrir des exoplanètes au sein d'amas globulaires, voire même de galaxies proches, dans le futur peut-être? Alors, au sein de galaxies proches, pour l'instant, ce n'est pas faisable. À part la méthode des micro-lentilles gravitationnelles, toutes les autres méthodes concernent des étoiles qui sont, entre guillemets, dans le voisinage solaire, à quelques milliers d'années-lumière. Il faut tellement de photons pour faire ces études de détection d'exoplanètes que, pour l'instant, ce n'est pas possible de faire ça à l'autre bout de la galaxie, sauf avec la méthode des lentilles gravitationnelles. Alors, dans les galaxies extérieures, c'est encore plus impossible.
Et puis dans les amas globulaires, ça a été tenté, mais je ne connais pas le résultat exact, mais ça c'est faisable, puis les amas globulaires, on peut essayer de le faire en tout cas. Ça a été tenté, je crois. Bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on n'accueillerait pas nos dessinateurs? Mais si. Oui, merci beaucoup. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite nous rejoindre? Oui, je vais pas rester alors. Je vois Guillaume et Agatha qui se lèvent. Agatha qui finit de crayonner quelque chose. Guillaume qui court vers nous. Le micro juste à côté de toi. Hop. Pendant que je récupère le dernier dessin qui a été envoyé. Ah mince. Mais on pourra les montrer plus tard, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Alors, commençons. En fait, pas tout de suite. Bon, est-ce que vous passez une bonne soirée, vous les dessinateurs? C'est bien déjà. Super, ouais. Il y a beaucoup de matière et... Vous apprenez des choses? Aussi, oui. Bon, ça va alors. Cette soirée est utile. Au moins aux dessinateurs et dessinatrices. Alors, on commence par ce premier dessin de Guillaume, qui a été inspiré par la prestation d'Amélie. Oui, c'est juste un petit clin d'œil. Amélie Gressier, chasseuse d'exoplanètes, donc avec son petit filet. Et de super terre. Et de super terre, ouais. C'est une super oui, terre. elle chasse une super terre. Oui, c'était Mini Vénus ou super terre. Mini Neptune. Mini Neptune, pardon. Ah, on apprend des choses, J'ai pas marqué ce que j'ai pas forcément retenu, mais oui. En tout cas, elle est masquée, elle se laisse pas faire. De toute façon, on sait comme pas le ukuléliste. Parce que c'est. Si on appelle ça des super terres ou des mini Neptunes, comme il disait, c'est qu'on sait pas ce que c'est. On sait pas, voilà. Masquée. On sait pas ce que c'est. Passons à un autre dessin. Agatha, tu nous as fait plusieurs dessins très cool. Une mini Neptune, hein, tout à fait. Alors, on va le voir tout de suite. Voilà. C'est parti. C'est une originalité s'affiche. assez folle. Ah, ça y est, il s'affiche. J'ai déjà fait une super terre, donc je fais un mini Neptune. Voilà. Comme ça, personne n'est jaloux finalement. C'est ça. Et puis ça m'amusait le contraste entre ce dieu avec des gros pectoraux et une grande barbe et qu'en fait il était tout petit avec une règle à côté. Voilà. Je dois avouer que je suis très déçue que ce soit une règle à côté et pas une banane. Je sais. J'ai pensé après coup, je me suis dit j'aurais dû mettre une échelle. Ça pourrait être une très grande règle en fait. C'est vrai. Mais voilà, je venais de manger, j'ai eu un petit peu de sucre d'un coup dans mon cerveau et voilà, je n'ai aucune explication plus rationnelle à donner. Qui est bien connu, le sucre donne des règles, bien sûr. Tout à fait. Alors, un autre dessin de Guillaume pour alterner. Hey, cool. Est-ce qu'on va réussir à faire une session où chacun commente son dessin? Incroyable. En fait, j'y crois pas du tout, mais... On n'arrête pas le progrès. Alors, ce dessin de Guillaume, Stranger Comet, qui apparaît sur vos écrans. Ah oui, c'est culturel, c'est voilà. 1984, quelque chose d'étrange, Comet, Stranger Comet, voilà, donc par Beta Pictoris. Beta Pictoris. Très bien. Le logo est vraiment super bien fait. Hein. Moi, je suis vraiment impressionné par la typographie. Merci le numérique. C'est vraiment super impressionnant. Moi-même, je dessine comme mon petit frère de 2 ans et demi. Cet homme est une machine. Mais c'est triché, du coup, non? Encore un agenda politique pour Agatha. Ah, désolé. Je comprends. Si j'avais su dessiner, j'aurais fait pareil. Alors... C'était suite à la présentation d'Amélie qui disait qu'il n'y avait pas beaucoup de filles et qu'il fallait faire des sciences. Et je la rejoins tout à fait. Donc j'ai détourné l'affiche qui est très connue, Yes We Can Do It. À la base, je m'étais dit, allez, je vais faire un chignon un peu la Marie Curie parce qu'on ne cite toujours que Marie Curie quand il s'agit de femmes de science, alors qu'il y en a tout plein. Ouais. Non, je serais pas l'affront. Enfin, si, je peux faire l'affront d'en sauter tout plein. Vera Rubin, Jane Goodall, Ada Lovelace et tant d'autres, et elles sont bien souvent dans l'ombre. Émilie Noether, ma préférée. J'aime beaucoup les effets que tu as fait d'étoiles sur le. Ouais, alors mon Posca est un peu en fin de vie, donc ça fait un peu des petits pâtés, mais l'idée c'était là de mettre des petites étoiles dans les cheveux aussi, mais ouais. C'est très joli. Sur un dessin de femme. Ouais, des petits pâtés. Ça arrive, écoute. Super sexiste.
C'est la technique. Alors, un autre dessin. Moi, j'en ai un, mais ça va être trop court si je te le poste maintenant. Oui. Mais si tu le postes, maintenant. Je pose mon micro de manière mal polie, mais je te l'envoie sur le Discord. Vas-y, vite. En attendant, raconte-nous, est-ce que tu passes une bonne soirée, Alice? Je passe une très bonne soirée. Je suis toujours ravie d'avoir appris l'existence des exocomètes. C'est vrai, moi je suis passé à autre chose. Non, pas moi. Ça va être l'information de ma soirée, je pense. Très bien. Non, moi c'est les mini-Neptunes, les super-terres. C'est vraiment un truc rigolo. C'est vrai que mini-Neptune, ça sonne mignon. Ça sonne mignon, et en fait c'est juste un bout d'un truc quelque part. Il nous reste deux dessins. Il y a Zélie qui a posté aussi dans la foulée. Qui vient nous envoyer un dessin également. Alors vite, celui d'Agatha. Il y a 2 autres dessins. Il y a Zélie qui a posté aussi. Je cours, je vole. Vite, utile. Apparaît, vite. On voit que mes cadrages sont de plus en plus aléatoires avec la soirée qui avance. Moi je trouve que c'est pas mal, on a l'impression que c'est un peu un gros plan d'un plus gros dessin en fait. Ouais, mais bon. On pourrait faire une fresque à la fin. Moi je me souviens, il y a 2 ans, on avait accroché on avait fait déjà la nuit de l'astronomie, c'était pendant toute la nuit, et on avait accroché tous les dessins sur le tableau qui est derrière nous. Et à la fin de la nuit, tout le tableau a été recouvert. On était plus nombreux. Il y avait des gens dans l'amphi. Et il y avait du public dans l'amphi. Moi j'étais incroyable. Malheureux, il y avait trop de gens. C'était jusqu'à 5h du matin. Non, il y a eu le petit déjeuner, je crois. Enfin, moi je suis partie vers 4h. Mais... Moi je suis parti à 6h30. C'était très sympa. Commentons donc ce dessin d'Agatha. J'ai cartonné les exocomètes de manière tout à fait brutale et sauvage. On dirait un peu Sonic, à la façon dont je les ai faits. Voilà, mais ça va bien puisque ça passe vite des exocomètes. Donc Sonic, voilà. Et en fait, c'est un peu Mario versus Sonic en fait au niveau des couleurs. En fait, ça serait même Sonic et Knuckles. Ah, Knuckles, alors là, la culture Sonic, voilà. je m'incline. C'est la génération 90, et voilà. Et donc le bleu, le rouge, le hérisson et les kidneys, voilà, on y est. L'URSS contre les États-Unis. Là, on va un peu loin. Je pense qu'on pardon, mon agenda politique. Eh bien, merci beaucoup. On va regarder le dessin de Zélie quand même. Elle l'a posté, je n'ai pas eu le temps de le télécharger, mais je vais le faire tout de suite. Une affiche pour les vacances. Une affiche pour les vacances, c'est exact. Alors, où est mon truc? Là, oui. Ça arrive. Incroyable. Je fais du bruit pour combler le vide. Je clique sur le bouton, j'agrandis la fenêtre et ça devrait apparaître sur vos écrans. Incroyable. Alors, qui présente le dessin de Zélie? Tu veux y aller, Guillaume? Allons-y. L'instrument ARPS pour recenser les exocomètes. Visitez le Chili et ses instruments. Ça fait une belle affiche touristique pour aller au Chili. J'ai envie d'y aller, effectivement. En voilà, fais-toi rémunérer. Ça sera toujours mieux que Welcome to Scotland, pour ceux qui connaissent la référence. Sponsorisé par l'Office du tourisme du Chili. Effectivement. Eh bien, écoutez, c'est tout pour les dessins de cette session. Merci énormément. Avec plaisir.